À bord de ce camion, en route vers les marchés mondiaux, se trouve l'idée la plus audacieuse jamais réalisée avec des dollars canadiens. Mais c'est aussi un coup de dé de 200 millions de dollars. Et si l'affaire échoue, le pays pourrait bien connaître le four le plus retentissant de son histoire sur le plan industriel. Je pense qu'on a un gagnant. Évidemment, on est en train de concevoir un avion tout à fait nouveau. On est parti de zéro et il y a toujours un élément de risque quand on construit un tout nouvel avion. Il y a 3 éléments clés sur lesquels on peut compter. La conception de notre aile est une de ces clés. Le nouvel avion sera doté d'un profil aérodynamique très perfectionné et d'une voilure tout à fait nouvelle, ce qui va permettre à l'avion de voler plus vite que certains autres avions d'affaires, tout en consommant moins de carburant. Des ailes uniques en leur genre, des moteurs dernier cri et le plus gros fuselage jamais construit. Le premier avion prend forme peu à peu. En fait, ce coup de dé était une planche de salut. Il y a quelques années, l'usine était pratiquement vide et la compagnie Canadair était bonne à mettre au rencard. Son avenir reposait d'une façon plutôt précaire sur un tout autre type d'avion. L'avion-citerne CL-215 était absolument sans concurrent et pourtant la compagnie pouvait s'attendre à en vendre à peine 5 par année. L'avionnnerie appartenait jadis à la General Dynamics, qui a son siège social à Saint-Louis au Missouri. À l'époque, il en coûtait 5 000 $ par jour uniquement pour chauffer les ateliers. Outre les avions citernes, ce constructeur avait aussi fabriqué par milliers des avions de transport et des avions de chasse. Mais les commandes gouvernementales ne firent qu'un temps. Dès le début des années 70, 10 000 employés furent mis à pied. La General Dynamics n'allait tout de même pas investir ses capitaux ici, dans un pays étranger, alors que ses propres usines ne marchaient pas à plein régime. Elle avait hâte de vider les lieux. Le gouvernement canadien acheta l'avionnnerie pour la modique somme de 37 millions de $. Ottawa envisagea de raser les bâtiments et de vendre le terrain. Maintenant qu'il n'était plus sous la férule de la General Dynamics, Kearns, le président de Canadair, avait quant à lui d'autres visées. C'était un Canadien et un ancien pilote de chasse durant la Seconde Guerre mondiale. Nous recherchions depuis un certain temps un projet commercial comme celui-là. L'aviation en général et l'aviation d'affaires affichaient un taux de croissance remarquablement stable et en santé depuis 15 ou 20 ans. Alors il m'a semblé qu'un nouveau projet s'imposait dans ce secteur. Et c'est à ce moment-là, avec ces données en tête, que j'ai pris connaissance du concept de Lear. Kearns finit par mettre le grappin sur un industriel américain parmi les plus audacieux, le fameux Bill Lear. Lear avait connu des hauts et des bas sur le plan financier. Il avait fait fortune en lançant sur le marché, entre autres, un petit avion d'affaires. Le Learjet avait littéralement transformé l'aviation d'affaires et créé un nouveau marché international, on ne peut plus concurrentiel et sophistiqué. Entre les machines volantes qu'il avait lui-même conçues et les impératifs actuels, Bill Lear avait remarqué que le fossé s'élargissait.
Le coût du carburant, les lois visant à protéger l'environnement et la demande croissante d'un avion à plus long rayon d'action rendaient les appareils existants aussi vulnérables qu'un troupeau de dinosaures. Un avion construit avec des techniques nouvelles allait sûrement révolutionner le marché. Lear fit la cour aux géants américains. Comme ils avaient déjà beaucoup investi dans leurs propres appareils, ils hésitèrent. Il y avait des avions de cette taille sur le marché, mais ils étaient vieux, vieux sur le plan technologique, une technologie qui datait déjà de 15 ou 18 ans. Et personne n'avait encore tiré profit de la nouvelle technologie pour remplacer et moderniser les avions d'affaires. Le potentiel des grands ateliers de Canadair transporta Bill Lear, et son optimisme à toute épreuve finit par gagner Kearns. Une seule petite ombre au tableau, cependant. Où allait-on trouver les 100 millions de dollars qui allaient donner le coup d'envoi? Où allait-il dénicher un autre optimiste prêt à risquer les gros sous? La magie de Lear devait opérer encore une fois et un coup de téléphone porta fruit. Il m'a dit, j'ai dessiné un avion il y a 15 ans. C'était le Learjet. Et regardez, aujourd'hui, il y a des annonces de la compagnie Ford. Et pour montrer que leur voiture Ford de 1977 ou 78, je pense, les nouvelles séries sont sorties en septembre pour la 78, il m'a dit, pour montrer que leurs automobiles sont des automobiles d'avant-garde, ils se sont fait photographier pour leur annonce près d'un Learjet que j'ai créé il y a 15 ans. Alors, il m'a dit, pour le Lear Star, ce serait exactement la même chose. On est 15 ans ou 20 ans en avant de tout le monde. Alors, j'ai discuté avec lui des raisons pourquoi il était aussi optimiste et il m'a convaincu. Kearns savait fort bien que sans l'intervention de l'Américain, personne n'aurait même tendu l'oreille. Il allait maintenant engager des millions dans des études de conception avant même de trouver les capitaux et de lancer le projet. Dorénavant, il sera plus facile de promettre un avion de rêve que de le livrer. Et quand je suis allé à Canadair annoncer que nous allions fonctionner, que nous allions participer, que nous allions investir, j'ai dit aux employés de Canadair à ce moment-là, écoutez les gars, vous êtes mieux de faire un bon avion, parce que si cet avion-là ne marche pas, vous allez perdre vos jobs et moi aussi. En fait, Lear se révéla plus entrepreneur que concepteur. Et comble de malheur, le plus brillant ingénieur de Canadair, Harry Halton, était entre la vie et la mort. J'étais encore à l'hôpital, où je me remettais d'une opération qui m'a sauvé la vie. À 30 minutes près. Et j'en étais bien conscient. Donc, à la suite de ça, la vie était belle. J'avais un sursis. Mais mes membres inférieurs étaient paralysés. Et je ne savais vraiment pas à ce moment-là comment j'allais faire pour me déplacer. Halton avait le goût du risque, lui aussi. Ses médecins avaient été très clairs. S'il reprenait le travail trop vite, il compromettait ses chances de marché. Mais Halton avait lui aussi connu des jours sombres sous le règne de General Dynamics, et il n'allait pas cette fois rater pareille chance. Canadair prit une option pour étudier le concept de Bill Lear, mais Halton et son équipe eurent au fait d'avoir des idées bien à eux. Harry, Bill Lear a téléphoné ce matin, il n'est pas du tout content. Peux-tu me donner un aperçu des changements qu'on a faits? Le plus gros changement qu'on a fait, c'est qu'on a porté les dimensions du fuselage, son diamètre, de 88 pouces à 106 pouces. À notre avis, c'est une taille plus appropriée à un avion d'affaires. Ce qui fait que l'avion est un tout autre avion. C'est la raison pour laquelle il n'est pas content. Voici l'arrière du fuselage. Le stabilisateur horizontal descend comme ceci, à l'arrière du fuselage. Ce qui pourrait causer des problèmes de stabilité, probablement à haute vitesse plutôt qu'à basse vitesse. En ce moment, on a ce genre de problème parce que les moteurs sont installés là. Et si on a une stabilité à haute vitesse,
il faudra probablement concevoir la queue en forme de T, avec le stabilisateur horizontal ici. Bon, ça peut soulever certains problèmes, mais les caractéristiques de la queue en forme de T sont connues, tandis que ça, en ce moment, c'est une inconnue. Je crois qu'il va falloir accroître la poussée actuelle de 6500 livres à 7500. Il aura l'air de quoi, cet avion? On va pouvoir en faire quelque chose de pas mal beau. Je pense qu'on peut harmoniser les proportions. La longueur du fuselage va convenir tout à fait au diamètre. Lear n'était pas du tout d'accord avec Houghton quant au diamètre du fuselage. Il avait même pris l'habitude de l'appeler le gros Albert et ne se gênait surtout pas pour le dire en public. Dégoûté, il rentra chez lui pour mijoter d'autres projets. Hélas, les ingénieurs canadiens avaient eu par le passé d'autres bonnes idées, mais ça n'avait pas toujours été un succès. Le jet Avro, premier avion à réaction commerciale construit en Amérique du Nord. American Airlines disait que c'était un bon avion. Leur pilote d'essai le qualifiait déjà de futur DC-3 des avions à réaction. Mais les compagnies aériennes canadiennes le voyaient d'un tout autre œil. Et ce prototype, le seul de son espèce, va finir ses jours au rayon des jouets chez Howard Hughes. L'intercepteur supersonique Arrow, un avion bien en avant de son temps, mais coûteux à fabriquer. Après avoir englouti 500 millions dans l'aventure, le gouvernement décide de le mettre au rencard. L'équipe de concepteurs doit plier bagage. Le vent venait peut-être de tourner. Cette fois, le nouvel appareil de Canadair allait voler plus haut, plus vite, plus loin, en faisant moins de bruit et dans certains cas en consommant beaucoup moins de carburant que ses concurrents. Sur le papier, c'était presque trop beau. Kearns approcha le gouvernement et les grands banquiers au bon moment. Ces messieurs étaient prêts à se lancer, mais à une condition. C'était une condition clé qu'avaient posée et le gouvernement et les banques. Il fallait notamment qu'on ait 50 commandes fermes d'inscrites dans notre carnet de commandes. Esquissent ces dossiers en main, ils entreprirent donc d'accomplir ce qui ne s'était jamais fait auparavant dans l'histoire de l'aéronautique, c'est-à-dire de vendre un avion de papier. Et pour réussir à en vendre 50, on se devait de promettre la Lune. Une foule d'utilisateurs de tous les coins du globe furent invités aux frais de Canadair à venir formuler leurs exigences quant à cette nouvelle génération d'avions. Et par la même occasion, on pensait bien pouvoir en vendre quelques-uns. C'est un champion américain de la mise en marché recruté par Canadair qui avait eu l'idée de procéder de cette façon. Il avait mission de tenter l'impossible. Jim Taylor mit sa réputation en jeu. Il espérait influencer la conception de ce nouvel appareil. Taylor était secondé par une équipe de spécialistes dont Barry Smith. On s'est posé des questions à propos de la dimension des portes de la soute à bagages. Quelle dimension doivent-elles avoir? On a des problèmes quand on veut entrer du matériel dans l'avion. C'est pas un problème, parce qu'on peut les agrandir. Plus c'est grand, mieux c'est. On ne demande tout de même pas tout le côté de l'avion. Notre problème est le suivant. Les portes de la soute seront aménagées sous la nacelle. Il faut qu'on puisse procéder au chargement sous la nacelle. À part ça, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre quant à la largeur des portes. Habituellement, les avionneries sont fondées par des ingénieurs qui disent aux pilotes « Voici le meilleur avion du monde, achetez-le ». Mais ce sont les pilotes qui choisissent normalement l'avion dont leur compagnie a besoin. Et ils étaient tout heureux d'être consultés au sujet des caractéristiques qu'ils souhaitaient voir intégrées aux avions d'affaires. Il faudrait presque pouvoir y faire entrer une machine à laver. J'ai eu des demandes du Mexique pour des téléviseurs et des machines à laver. Mais je ne pouvais pas les charger. Je voulais acheter une machine à laver et une sécheuse à un ami mexicain, mais ça passait pas. Alors voilà. Vous vouliez des mesures? Ben, vous en avez des mesures. Plusieurs pilotes furent très impressionnés par les séminaires que Taylor avait organisés. Tellement impressionnés qu'ils commandèrent 56 appareils.
Sans Taylor et son équipe, l'avion de papier de Kearns n'aurait jamais séduit si rapidement le marché américain. L'avion de papier qui au départ semblait quelque peu bizarre, commençait tout à coup à s'imposer, à déployer ses ailes et à en surprendre plusieurs. À mon ministère, il y en avait qui étaient enthousiastes, mais d'autres qui étaient plutôt froids. Alors, j'ai pris le dossier et j'ai réussi à obtenir les approbations. Canadair déménagea son secteur des ventes de Montréal à Westport, au Connecticut, en plein cœur de l'aviation d'affaires. Barry Smith nous raconte leurs premières difficultés. Pendant 90 jours, on a joué avec toute une série de noms. Et le nom Challenger, qui veut dire celui qui relève un défi, s'est imposé parce qu'il nous plaçait exactement là où nous voulions être sur le plan du marketing, c'est-à-dire direct et dynamique. Un Challenger doit être fin, d'attaque, audacieux, novateur. En politique, le président sortant veut être le Challenger. On ne veut pas d'un champion gros, paresseux, en perte de vitesse. On veut toujours être le Challenger. Alors, on a choisi ce nom-là parmi d'autres comme Enterprise ou Swift, des noms qui visaient plutôt à décrire l'avion. Autre avantage que nous procurait le mot Challenger, celui qui a les moyens de se payer un avion, celui qui est rendu en haut de l'échelle, ce n'est pas un mou, c'est évidemment un Challenger. La réaction des acheteurs canadiens éventuels n'a pas été bonne. En fait, ils mettaient en doute nos aptitudes à concevoir et à fabriquer un avion si sensationnel. Ils revenaient continuellement à la charge en disant « Si c'est une si bonne idée, pourquoi les grosses compagnies américaines n'y ont-elles pas pensé en premier? » Comment expliquez-vous cette attitude? Je pense qu'elle s'inscrit dans notre complexe d'infériorité nationale. On a deux messages à faire passer. Le premier, faire connaître le fabricant. Le second, le produit doit faire sensation dans le milieu. C'est un problème à deux inconnus. Sur les marchés, non seulement le produit, mais la compagnie elle-même est inconnue. Alors, il faut susciter de l'intérêt. Une première annonce vient parler de l'avion en termes très directs. Ici, voyez-vous, on voit même l'ancienne conception de la queue. Mais cette annonce n'a pas donné les résultats souhaités. On voulait quelque chose de plus excitant, de beaucoup plus compétitif. On voulait que l'acheteur pense à nous, d'abord. On voulait s'imposer pour que ces gens-là associent instantanément les avions d'affaires au Challenger. Alors, on est devenu plus audacieux. Nos concurrents dépensent beaucoup d'énergie. Pensez à toute l'énergie qu'ils vont perdre à essayer de comprendre ces chiffres. C'est direct. On frappe les concurrents en plein front. Celui qui possède déjà un avion d'affaires va s'arrêter et lire ça. On veut que l'acheteur pense à nous, d'abord. Cette campagne est même devenue plus audacieuse. Un jet d'affaires tellement perfectionné que nos concurrents en sont malades. Très direct, très arrogant. Nous, on appelle ça de l'arrogance non méprisante. Il nous fallait prendre un certain leadership afin de capter l'attention des acheteurs. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Les promesses publicitaires sont une chose, les réalités techniques en sont une autre. Vendre 56 avions en déroulant des plans était une entreprise risquée. Canadair devait garantir les performances, le prix et les dates de livraison. Le premier appareil sera livré en moins de 3 ans. Ingénieurs et techniciens allaient maintenant s'atteler à la tâche et faire en sorte que la compagnie tienne ses promesses. Dans les hautes sphères de la grande entreprise, la mise en production marque une étape déterminante. C'est le point de non-retour. Il faudra plus de 8000 personnes pour construire les Challenger et des centaines d'entreprises. La queue conçue et construite à Vancouver, le train d'atterrissage à Ajax, en Ontario, les moteurs à Bridgeport, au Connecticut. Un seul projet et tous les secteurs de l'industrie s'animent. Va-t-on échouer ou réussir? L'enjeu est énorme. À court d'ingénieurs et de techniciens, Canadair entreprend de recruter les milliers d'ouvriers spécialisés dont elle a besoin, y compris ceux qu'elle a laissés aller pendant les mauvaises années. Stan Wojciechowski est l'un de ceux-là. Stan avait dû prendre sa retraite à 70 ans, il y a de cela 10 ans.
Aujourd'hui, les machinistes sont devenus rares et la demande est grande. Je suis terminante au cégep Édouard-Montpetit en aérotechnique. Au Québec, de nouvelles écoles peuvent répondre à une partie de la demande. Anciens et nouveaux machinistes trouvent maintenant leur place. L'avion passe du papier au contreplaqué. Pour la première fois, les ingénieurs travaillent avec la troisième dimension. En réalité, c'est une maquette en bois, grandeur nature. Ce qui crée parfois des surprises. Une pompe hydraulique, une charnière ou une poulie prévues sur papier n'ont pas toujours leur place dans la réalité ou dans une maquette grandeur nature. C'est à cette étape-ci qu'on a pu savoir si plus d'une personne avait choisi le même endroit pour y loger telle ou telle pièce. Je comprends vraiment pas pourquoi vous tenez tant à mettre un système entièrement hydraulique, sans système d'appoint mécanique. Les as de la mise en marché en ont impressionné plusieurs, sauf peut-être quelques pilotes qui sont demeurés perplexes devant la complexité de cette nouvelle génération d'avions. Je me sentirais beaucoup plus en sécurité s'il y avait aussi un système mécanique. Plusieurs membres de l'équipage se sentiraient plus en sécurité, mais il y a un problème. Il y a de nouveaux règlements là-dessus. On n'a pas le droit d'utiliser un système mécanique parce que, dans certains cas, en plein vol, il faut avoir une double commande. Et ces deux systèmes sont complètement indépendants. Il y a une commande dans le coin ici. Si on pousse l'interrupteur, ces deux systèmes deviennent complètement indépendants. Les ingénieurs n'étaient pas les seuls à travailler en 3 dimensions ou à construire des avions en contreplaqué. Je pense qu'on a vendu environ 35 avions grâce à cette maquette. Elle a fait le tour des États-Unis, du Canada et de l'Europe. Ça a été un de nos plus précieux outils de vente. Surtout parce que nous vendions un avion qui n'avait pas encore été construit, qui n'avait pas encore volé. Ça nous a permis de montrer à l'acheteur ce qu'il allait éventuellement recevoir. Les ventes s'élèvent maintenant à 73 appareils. Les ateliers travaillent 24 heures par jour, 16 jours par semaine. Ingénieurs et techniciens tâchent de suivre le rythme. Les premiers appareils sont toujours les plus difficiles à construire, mais on a su en tenir compte en établissant la courbe d'apprentissage. Un des risques qu'on prend en construisant cet avion, c'est la conception d'une nouvelle aile. Ce que vous voyez ici, c'est ce risque qui prend forme. Grâce à cette aile, l'avion pourra voler plus vite et brûler moins de carburant que d'autres jets d'affaires. Sa conception va aussi nous permettre de fabriquer une aile plus épaisse et nous allons pouvoir ainsi transporter tout le carburant nécessaire uniquement dans les ailes. Nous vérifions aussi l'installation des actuateurs de spoilerons, le mécanisme hydraulique et les poulies et les câbles, ainsi pas mal tout ce qui se font pas sur l'avion. Ouais. Une chose à la fois. Moi, mon secteur, c'est l'aile. L'aile, hein? Ouais. Qu'est-ce qui se passe si tu manques quelque chose, tu vois pas quelque chose? Ah, ben, il y a toujours un deuxième, c'est comme un deuxième contrôle de qualité, il y a une inspection finale aussi. Là, ça va étape par étape, ça fait qu'on part d'un petit point qu'on finit avec une grosse assemblée à la fin. Ça fait que c'est quasiment impossible d'aller mal. Deux mois de retard dans la production et le Challenger est déjà beaucoup trop lourd. Il lui faut perdre 3000 livres. Conrad Kunze est ingénieur. Il se spécialise dans une nouvelle sphère de la technologie, les matériaux légers. Il espère alléger le Challenger de plusieurs milliers de livres grâce à une nouvelle fibre de graphite. S'il n'en tenait qu'à lui, tout l'avion serait fabriqué en graphite. Looks good. J'espère que ça ne manque pas de rigidité. Non, non, la rigidité est intégrée. Quand est-ce que vous pouvez l'utiliser? Après 2 ou 3 semaines d'essai.
Alors vous pourrez vous en servir pour le premier avion. Oui, monsieur. Bravo. Le revêtement extérieur est en un seul morceau. Ça a l'air beau. Pour être en mesure d'évaluer notre succès, il y a les ventes, bien sûr, mais il y a aussi la façon dont les concurrents réagissent. Certains de nos concurrents ont réagi en répliquant à notre publicité. Sur le plan du marketing, c'est formidable. Parce que maintenant, on peut prévoir les réactions de nos concurrents en fonction de ce que nous allons faire. On peut les mener là où on veut. Voyez cette publicité sur le Falcon. Le nouveau Falcon 50. Il y en a 3 qui volent. Nous, on ne vole pas encore. Mais voyez, le Falcon 50, et devinez qui? Et il y a une légende qui dit « le Challenger en vol ». Et on n'aperçoit que des nuages sans avion. Enfin, ils admettent qu'ils ont un concurrent, le Challenger. Et puis si l'acheteur ne le savait pas encore, eh bien, maintenant, il va venir nous voir. Voici un Sabreliner 65 construit par Rockwell International. Cet avion est un Hawker 125 de la série 700. Voyez les nombreux avantages qu'il y a à posséder un turbopropulseur plutôt qu'un simple avion à réaction. Pour le même prix, vous avez une cabine spacieuse et des performances de toutes sortes. Haute vitesse, décollage court, long rayon d'action et économie. On m'a demandé si cet avion faisait concurrence au Challenger et au Gulfstream 3. La seule réponse que je puisse vous donner, c'est que nous, on est là. Nous avons un avion et nous savons ce qu'il peut faire. Les 2 autres avions sont des avions de papier. Surtout le G3 qui est encore au stade de la conception. Le Challenger, lui, n'a pas encore effectué de vol. On ne sait vraiment pas ce que cet avion pourra faire. S'il se conforme aux spécifications, ce sera un avion fantastique. Avez-vous peur que le Challenger tienne promesse? C'est sûr qu'on a peur que le Challenger tienne ses promesses. On a tous peur. Si cet avion réalise les performances escomptées, ce sera tout un avion. Mais en ce moment, on ne voit pas comment il pourra y arriver. Habituellement, les constructeurs fabriquent des avions en utilisant au moins un élément connu. Un moteur ou un fuselage qui a fait ses preuves, par exemple. Avec le Challenger, c'est différent. Le moteur, les ailes et le fuselage ont à faire leurs preuves. Afin d'offrir un produit nettement amélioré, la compagnie a préféré partir de zéro. Les avions ont parfois déçu les espérances de leurs concepteurs. Voici notre centre de données. L'ordinateur emmagasine les coordonnées d'une foule de compagnies. Supposons par exemple qu'on reçoive un coup de fil de Xerox et qu'on ne connaisse rien de Xerox. On aurait tout ce qu'il nous faut ici. Regardez bien, elle va composer un code et les renseignements vont apparaître sur l'écran. Le nom de la compagnie, les adresses du siège social et des succursales, les territoires des représentants, les noms des membres du conseil d'administration, leur date de naissance. À leur anniversaire, on leur envoie une carte. Mais les dates de naissance ne sont pas toujours faciles à trouver. On peut aussi utiliser l'ordinateur pour trouver des clients possibles. On a mis au point ce qu'on appelle le profil d'un client. Les gens qui possèdent un certain type d'avion sont des gens qui achèteraient nos avions. Alors on commande à l'ordinateur de nous donner la liste des gens qui collent à ce profil. Deux jeunes Arabes, Aziz et Mansour Odje, veulent acheter 20 Challenger. Nous sommes les distributeurs de Canadair au Moyen-Orient. Ça représente 23 pays de la Ligue arabe et nous nous attendons à vendre ces 20 avions aux pays arabes. Notre compagnie s'appelle Technique d'avant-garde. Nous croyons aux techniques d'avant-garde et le Challenger en est un parfait exemple. Canadair est allé de l'avant et a mis au point un avion qui fait appel à une technologie tout à fait nouvelle, à laquelle personne d'autre n'a osé s'attaquer.
Aujourd'hui, de plus en plus, on construit de gros avions, des jumbo jets, des DC-10. On veut rendre les voyages accessibles à tout le monde. Et dans le milieu des affaires, le temps est de plus en plus précieux. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Alors, de plus en plus de compagnies, d'hommes d'affaires et de gens qui ont besoin d'un avion ne peuvent plus se plier à des horaires, les arrivées, les départs, et perdre un temps fou dans les aéroports. Ils utilisent leur propre avion. C'est un outil de travail. Ils en ont besoin. Environ 80% des compagnies qui ont acheté notre avion ont un chiffre d'affaires annuel de plus d'1 milliard de dollars. Une des fonctions de l'ordinateur est de nous fournir des noms et des adresses où il faut envoyer de la publicité. Ici, on expédie par courrier une maquette en relief du moteur. C'est l'ordinateur qui fait dactylographier les lettres automatiquement. La jeune fille surveille tout simplement ce qui se passe. De là, les lettres sont acheminées vers une machine qui, elle, va les signer au moyen d'un stylo mécanique. La machine signe Jim Taylor, ou si on connaît un peu plus le destinataire, c'est ce qui se passe en ce moment, on sait que c'est un monsieur qui s'appelle Hal, la machine signe Jim, tout simplement. Si c'est quelqu'un qu'on appelle monsieur, la signature est, elle aussi, un peu plus dans le style monsieur, ou on peut signer Jim Taylor, comme il le fait habituellement. Il existe dans l'ordinateur un dispositif CAM qui permet à ceux qui s'occupent de commercialisation et qui ont à se déplacer de faire parvenir du courrier à leurs clients sans être obligés de passer au bureau. Jim Taylor signe tout de même quelques lettres lui-même, mais il s'emploie surtout à tenir le marché en haleine. Et pour cela, il compte beaucoup sur les cérémonies qui marquent les grandes étapes de la construction de l'appareil. Il y en avait une de prévue il y a 3 mois. 3 mois de retard donc, mais cette fois, ça y est. Harry et ses ingénieurs ne voulaient même pas le peindre. Ils ont perdu une demi-journée avec tout ça. Mais on dira maintenant que ça en valait la peine. Quand il y a un an et demi, je suis venu ici comme ministre de l'Industrie et du Commerce. Je vous ai lancé un défi. Il n'y avait dans cette industrie que 1300 employés et aujourd'hui, il y en a près de 4500. Je vous ai dit, le gouvernement du Canada est prêt à prendre un risque de 125 millions de dollars si vous êtes capable de produire un avion qui soit un succès. Je vous ai dit à ce moment-là, si vous ne réussissez pas, vous allez perdre votre emploi et moi de même. Alors, vous avez relevé le défi. Vive le Challenger! I'll smile. I'm having fun. Congratulations, Gary. Okay, Jim. On fait beaucoup de chichi pour un avion qui ne s'est déplacé que de quelques mètres au sol. Évidemment, c'est déjà un commencement prometteur quand on pense au Boeing 707 qui, lui, peu de temps après sa sortie de l'usine, s'est écrasé. Les roues ont cédé et l'appareil s'est affaissé sur le ventre.
Dans un débordement d'enthousiasme, Assis et Bonsu rachètent 10 autres appareils. Alors c'est vous qui achetez des Challenger à la douzaine. Vous en avez acheté 10 encore ce matin? Et cet après-midi? Madame Stephanie Halton suit l'affaire de près. Elle a beaucoup à perdre. Harry admet que sans elle, elle serait encore à l'hôpital, à 100 lieues de ses tables à dessin. Dans 3 ou 4 ans, partout où vous irez, vous verrez des Challengers dans le ciel. Nous en serons très fiers. Vous envisagez en vendre combien? Oh, on va en vendre beaucoup d'autres, mais pas au même rythme. On est déjà débordé. Le carnet de commandes se lit maintenant comme suit. 127 appareils, 673 millions de dollars. Il y a de quoi célébrer. En voulant précipiter cette sortie, on a dû brûler des étapes. En fait, les rideaux dans les hublots masquent une carlingue vide. Cette grosse boîte de conserve devra patienter encore plusieurs mois avant de s'envoler. Le chef de file dans le domaine de l'aviation d'affaires est prêt à décoller. Le premier vol est pour bientôt. Le Challenger ne sera plus un avion de papier dès qu'il aura pris son envol. Bientôt, le Challenger s'envolera et nos concurrents couleront à pic. Encore une fois, on fonce. On est sans pitié pour nos concurrents. Au salon de Saint-Louis, on va revenir à la charge avec notre thème en disant « Bientôt, le bruit des moteurs du Challenger sera étouffé par les gémissements de nos concurrents ravalant leurs paroles. » Au salon de Saint-Louis au Missouri, on aurait tant souhaité présenter des photos du Challenger en plein vol. On s'attend à avoir du succès. La maquette grandeur nature sera là encore une fois, mais on a changé les couleurs à l'intérieur. On s'attend à ce qu'il y ait pas mal de monde qui vienne visiter la maquette. On est un peu nerveux vis-à-vis des réactions qu'on peut avoir de la part de certains clients parce qu'on est 3 ou 4 mois en retard. Ça peut bien aller, mais ça peut être mouvementé. Tout ça dépend de l'humeur du client. Je suis un peu inquiet. Ça va être intéressant, mais ce ne sera pas un show facile. C'est la première fois que je viens à Saint-Louis. J'adore ça. Je trouve ça formidable. On rencontre plein de gens. Autrefois, les représentants de Canadair vendaient des avions en arpentant des corridors kaki et des bureaux de fonctionnaires. Vendre des avions d'affaires relève d'un art tout à fait différent. Les initiales NBAA signifient la National Business Aircraft Association, ce qui veut dire l'Association nationale des avions d'affaires. C'est le 31e salon annuel de l'association ici à Saint-Louis. Nous avons 671 participants. Ça grossit chaque année. Tout ce que vous verrez ici vise à montrer aux clients éventuels tout ce qui existe de plus récent dans le domaine des avions d'affaires. Les autres modèles que vous voyez ici sont le Learjet, le Cessna et le reste. Ils ont chacun leurs ingénieurs qui s'emploient à améliorer toujours davantage le confort de leurs avions. Voici un des avantages de notre avion. À cause de la position des ailes, on peut s'y tenir confortablement debout et en sortir sans se pencher. Si jamais il décolle, ça va être un avion formidable. Halton est venu expliquer aux clients pourquoi l'avion n'a pas encore décollé. On a dû apporter des modifications dans le 316 qui n'étaient pas adéquats. D'autres problèmes se sont révélés dans le système électrique. Certains filages ne collaient pas au dessin ou vice-versa. Très bien construit, très fin, très belle ligne. On s'attendait à plus d'animosité, mais en général, les clients ne s'en font pas trop. À quelques exceptions près, toutefois, M. Hergog, le magnat des hamburgers Wendy, s'offre un Challenger pour son anniversaire. Quand est-ce que je vais l'avoir? Demandez-le lui. Je m'étais réservé le 50e appareil seulement, afin d'économiser assez pour un acompte.
Mais les hamburgers Wendy, ça marche tellement bien que je peux donner un acompte maintenant. Je suis prêt. Vous pouvez toujours nous donner l'argent quand même, vous savez. Je vous promets que vous l'aurez pour votre anniversaire. C'est promis. On dit que ça prend 4 mois pour installer le revêtement intérieur. Le jour de votre anniversaire, vous serez dans votre avion, dans le ciel. Ça vous va? Marché conclu. Merci. Comment ça a marché ce matin? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? La vente, on va l'avoir. Mais il y a des changements à faire et il va falloir modifier les contrats. Et puis, je suis d'accord avec lui, tu sais. 2 ventes découlent de ce salon. Une vente ferme, une autre probable, si on arrive à s'entendre sur les conditions du contrat. C'est quoi les problèmes? Pour commencer, le contrat est régi par les lois du Québec. Et il s'agit d'une compagnie internationale. Ils veulent que le contrat soit rédigé en vertu du droit international tel qu'établi par les tribunaux suisses. Le client va nous verser 6,5 millions de dollars. Il va aussi mettre un autre million sur l'aménagement intérieur, ce qui fait un investissement de 6,5 millions de dollars. Ils s'en fichent des lois du Québec. Je pense que nos avocats ne savent même pas par où commencer pour passer un contrat régi par les lois de la Suisse. Si on veut vendre tout un paquet d'avions dans ce coin-là, on est mieux d'être ferré en droit international. Je crois qu'ils veulent l'avion. C'est le seul avion qui puisse faire leur affaire. On leur a promis une livraison pour le mois de décembre 1981 s'ils se décident avant la fin de semaine. Six mois se sont écoulés depuis la sortie en grande pompe de l'usine. Le premier vol aurait dû avoir lieu il y a 8 mois. Mais pour effectuer la première sortie, on avait bousculé le calendrier de travail. Il fallut par la suite démonter l'avion afin d'y installer des circuits importants. On insiste beaucoup auprès des dirigeants pour que l'avion effectue son premier vol, même s'il est très court. La pression est énorme. Il faut absolument que ce soit prêt aujourd'hui. En ce moment, ça sent... On est tellement près du but. Tout le monde travaille fébrilement. Les ingénieurs, tout le personnel de la compagnie, tous ceux qui peuvent faire quelque chose, tout le monde est dans le bain. Il faut, d'ici quelques heures, 24 heures au plus, remettre l'appareil au pilote et le laisser faire tout ce qu'il veut avec. Il pourra circuler sur la piste à toute vitesse s'il le veut. Il va s'apprivoiser à l'appareil et ensuite il le fera voler. Ingénieurs, responsables des essais en vol, responsables de la production et chefs de service se réunissent tous les matins. Problèmes, solutions, progrès et échecs sont à l'ordre du jour. On fait la pesée à 8 heures demain matin? Non, il faut d'abord vider les réservoirs et les nettoyer. On commence la pesée à 8 heures demain matin. Ça prend combien de temps? À peu près une demi-heure. À partir de 9 heures, on devrait pouvoir commencer l'inspection des moteurs. Ça, c'est une affaire de 2 heures. Ou 3 heures, au moins. Pourquoi? Ça prend une équipe de 3 hommes. Bon. Midi demain. Le déjà célèbre Challenger se prépare à affronter la piste pour la première fois. Mais il doit d'abord passer une batterie de tests au sol à des vitesses vertigineuses. Al Stone est le chef du service des études expérimentales. On dirait un entraîneur nerveux. Okay. Call for the makeup. We're here to work, not to get our picture taken. Doug Atkins, pilote d'essai en chef, malgré les apparences, n'a pas du tout la tête aux relations publiques. Les pilotes sentent bien qu'on leur pousse dans le dos. Mais Atkins a été clair et net là-dessus. Ce n'est pas le marketing ni les relations publiques qui vont nous faire décoller. Une attitude qui ne le rend pas toujours populaire. Mais Atkins est avant tout un pilote. Et c'est la raison pour laquelle la compagnie charge un tel fardeau sur ses épaules. Is that all? Can we go to work now? Stone est aux aguets.
S'il doit y avoir un accident, il devrait plutôt se produire maintenant, car il est beaucoup plus difficile de maîtriser un avion au sol que dans les airs. L'équipe vérifie la température des freins et des pneus. Au début des essais, les freins ont tendance à surchauffer et les pneus à exploser. GCGR 19. Doug, reading from the left-hand outboard, we have 422, 415, 304, 391. Bonson? On était capable de le rejoindre. Faut se décider. Trouver quelqu'un d'autre que Bonson. Il y a toujours une solution. Le côté gauche fait toujours défaut, mais on n'a jamais de problème avec le côté droit. Aileron, volet, gouverne de direction. Les pilotes manœuvrent et l'avion se fait léger sur ses roues, tout en révélant quelques faiblesses. Observation, noise appears to be underfloor between pilot's bulkhead and observer station, felt structural in character. Well, I say if we find nothing. Oh, I realize if we find nothing. If we find something, we obviously fix Fine. it. Peu à peu, l'avion s'apprivoise et on vient à bout de corriger ses petits défauts. Atkins dit qu'il peut presque sentir le moment où l'avion en a marre de la piste et est prêt à décoller. Trois ans déjà se sont écoulés depuis que Kearns parla du rêve de Lear à Halton, cloué dans un lit d'hôpital. Stephanie Halton était là. Et depuis, elle est demeurée auprès de son mari presque tout le temps, 14 heures par jour, 16 jours par semaine. That's it. And now back up a little bit. That's fine. En se postant ici, on devrait pouvoir le voir. Il devrait décoller à peu près là. Là, dans le bout du repère 4000. Radio check number 2, VHF. Qui c'était? Je ne sais pas. Je m'en fous. Aujourd'hui, j'aime tout le monde. Comment vous sentez-vous, Monsieur Halton? Très, très bien.
Il y a 3 ans, il se mourait. Et c'est lui qui a réalisé tout ça. Ça a été un décollage court. 3400 pieds, je dirais. And we're making a right turn. Go ahead. Airplane still feels like it has a slight buffet in it somewhere. Yeah, it could be undercarriage and doors. Check the doors to see if they're vibrating at all. Way out and not too much of a steady state cruise. Doug is trying everything today. And they're both retracted now. Ça a l'air de bien se passer. Jusqu'ici, du moins, ça va. Ces quelques minutes de vol vous ont-elles appris quelque chose? Non, pas vraiment. 2-6, sir. Old Andrew 2-6. Non, je ne m'y attendais pas non plus. Après lui, tout va bien. Maintenant, le service des ventes peut reprendre la route. Ça faisait 2 mois qu'on se cachait. Voyons, ça pouvait pas aller mieux. Ça peut toujours aller mieux. C'est le meilleur avion que Canadair ait jamais construit. Cette étape de la campagne publicitaire est terminée. L'avion a volé. Ce n'est plus un avion de papier. On est un objet de métal. On a visé nos concurrents et on leur a prouvé une fois pour toutes qu'on n'était plus un avion de papier. On a réussi et on est maintenant en tête. Nous sommes les premiers dans l'industrie. Premier vol, autre étape importante tant pour les constructeurs que pour les vendeurs. Merci. Merci aux pilotes et merci à tous ceux qui ont contribué à son envol. Ça a été un effort extraordinaire. Je l'apprécie énormément. Un premier vol ne leur apprendra sûrement pas grand-chose. En fait, ce n'est que le commencement d'une longue suite d'efforts pour créer l'avion parfait. Le désert Mojave en Californie, vol d'essai et homologation. Ici, les 3 premiers Challengers sont poussés au-delà de leur usage normal. Ils vont voler jusqu'aux limites de leur conception. Horizontal, first bending. Ingénieurs et techniciens étudient ses qualités et ses faiblesses. Ils sont à l'affût du moindre défaut qui pourrait éventuellement être fatal. Après 18 mois d'essai en vol, le Challenger n'aura pas à retourner sur la table à dessin.
ce qui aurait pu repousser les échéances de plusieurs mois, voire des années. La date de livraison approche. Les performances du Challenger répondent aux attentes et elles surpassent même celles des concurrents. La mise au point de l'appareil se poursuivra pendant bon nombre d'années, ce qui est tout à fait normal dans le domaine de l'aéronautique. Feuilles et pièces d'aluminium, des centaines de kilomètres de fils, et les idées et le savoir-faire de milliers de personnes se sont fondus dans la personnalité d'une seule machine. Les pilotes d'essai parlent de pilotage, de maniabilité, d'harmonisation des forces centrales, de bon équilibre, bref, de toutes ces qualités qui font un avion exceptionnel. Atkins, lui, en parle autrement. Il vante la qualité la moins tangible de toutes. Cet avion, dit-il, aime voler.